Donc merci d'ailleurs Jacques pour cette invitation aussi. Merci également d'être reçu dans ce lieu magique, le temple du savoir, le musée d'histoire naturelle. Merci à vous d'être là. Bon, je me peut-être représenterai rapidement, peut-être que je pourrais brancher mon diaporama. Donc je m'appelle Jean-François Dorcier, je suis fondateur d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines, que j'ai délaissé depuis quelques temps pour m'occuper d'un nouveau journal de niche qui s'appelle l'Humanologue. Alors, l'Humanologue, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline nouvelle, mais très ancienne, c'est l'étude de l'être humain. Alors pourquoi parler des animaux et du riz quand on s'intéresse aux êtres humains? D'abord, les êtres humains sont des animaux, c'est la première raison. Donc ça m'amène toujours à essayer de comparer le monde des animaux, non pas avec celui des humains, mais le monde de l'espèce animale humaine qui a des tas de particularités avec d'autres espèces. Voilà. Alors il y a un autre avantage d'étudier les êtres humains, c'est que c'est beaucoup plus facile que d'étudier que les brûlants zizi ou a fortiori le léopard des neiges, parce qu'il y en a un petit peu partout. Ils sont faciles à observer. Ils adorent d'ailleurs qu'on les observe. Ils aiment parler d'eux. Donc du coup, c'est pas ça du tout que je vais faire passer. Voilà. Mais peut-être qu'ils sont un peu plus difficiles à comprendre que les autres animaux, encore que c'est pas sûr. Peut-être que c'est leur orgueil qui leur fait croire qu'ils sont à un statut particulier dans l'évolution. Voilà. Donc moi je trouve très intéressant de comparer non pas les humains aux animaux, mais l'espèce, l'animal humain que nous sommes à d'autres espèces. Et dans la revue donc, que j'ai créée, alors je vais faire d'abord ma petite page de publicité, vous l'avez déjà vu. Donc l'Humanologue, c'est ça. C'est un journal que j'écris avec un collaborateur extérieur. Alors l'humanologie, c'est une science qui a une ambition inversement proportionnelle aux forces qui sont consacrées, c'est-à-dire que c'est comprendre l'être humain en général, c'est une discipline transdisciplinaire, et en fait on est deux à rédiger, moi et un jeune collaborateur qui s'appelle Edgar Morin, qui vient de fêter ses 101 ans. Et alors donc, dans l'Humanologue, je parle beaucoup des animaux pour justement faire cette comparaison des autres animaux. Par exemple, un des thèmes très fréquents quand on compare les humains aux animaux, c'est est-ce que nous sommes la seule espèce violente? On a encore parlé hier soir au repas, à tuer pour le plaisir ou par cruauté des gens de sa propre espèce. On a souvent entendu ça, jusque même Coran Lorenz disait ça dans les années 60, les animaux ils se battent, c'est des ritualisations, mais ce plus entre espèces, ça n'existe pas. En fait, c'est faux. Il y a beaucoup de violence et de meurtres intraspécifiques chez les animaux. À commencer par les fourmis qui s'entretuent et qui se font des guerres de front, ceux qui ont lu Bernard Werber le savent, à la montre religieuse qui dévore le mâle après avoir copulé, mais plein d'autres espèces. Une étude récente de 2016 a été faite sur près de 200 espèces de mammifères, a découvert qu'en fait il y en avait plus de 150 dans lesquels on avait observé des meurtres intraspécifiques. La pire, c'est ceux-là, c'est les suricates. Vous savez, c'est 20% de meurtres à l'intérieur d'espèces. Donc c'est le carnage, c'est des véritables tueurs. Alors on trouve ça aussi chez les lions, on disait qu'ils ne suffit pas, si, il suffit aussi, il y en a plein d'autres, les cerfs, bon. Ça passe par les infanticides, par des parricides, enfin toutes sortes, les violences sur les femmes, ça existe aussi, dans les féminicides, ça existe dans le monde animal, bref. Alors, je compare d'autres choses, par exemple, voilà pourquoi alors, quand on compare aussi, est-ce que nous sommes les seuls à connaître l'amour? On a dit souvent que les animaux ne connaissent que la sexualité ou la copulation à une visée reproductive. Nous avons découvert l'amour. Et c'est pas n'importe qui d'ailleurs, c'est les Français qui l'ont fait au Moyen-Âge. Lisez le livre de Denis de Rougemont, l'invention de l'amour au Moyen-Âge, en Occident. Bon, non, on sait que, les animaux s'aiment. Céline l'avait dit d'ailleurs, on peut le citer quand même, disait l'amour c'est l'infini à la portée d'un caniche. Mais c'est vrai, parce que c'est un amour en plus, le caniche pour son maître, qui est lui, sans limite, interespèce. Tous ceux qui ont des animaux savent que les animaux aiment. Et puis, s'ils font l'amour aussi, c'est pas simplement pour copuler. Ils ont aussi des comportements auto-érotiques. Il y a des animaux qui se masturbent.
Par exemple, les écureuils se masturbent. Vous allez me dire comment? Ils se retrouvent dans l'arbre. Les dauphins le font. Voilà. Donc on traite de sujets aussi sérieux que cela dans l'humanologue pour nous comparer à d'autres espèces. L'homosexualité aussi, quelle est la finalité reproductive de l'homosexualité? Il n'y a pas que chez les humains qu'il y a des homosexuels, les canards le font. Et c'est pas parce qu'il manque des femelles, parce que parfois des canards mâles forment des couples stables, alors qu'ils sont entourés de femelles qui ne demanderaient à être aimés, à former des couples. Donc, on peut peut-être d'ailleurs faire une petite remarque, mais je ne vais pas trop déborder, je suis un peu bavard, sur la question, j'ose même pas la dire, qui a été posée, est-ce que le rire pourrait avoir une fonction utilitaire dans le cadre, par exemple, de la sélection sexuelle, puisque la sélection, comme tout le monde connaît l'idée de la sélection naturelle de Darwin, les animaux sont adaptés à leur environnement, et puis dans un autre livre qu'il a écrit après l'origine des espèces, c'est son grand livre 1872 qui s'appelle L'origine, la descendance de l'homme au moyen de la sélection sexuelle, il invente un nouveau mécanisme qui n'est pas celui de la sélection naturelle, adaptation à la nature, mais la sélection sexuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, pour pouvoir trouver un partenaire, on est prêt à transgresser en quelque sorte l'adaptation naturelle à son milieu pour faire des choses exubérantes uniquement faites pour séduire. Exemple typique, c'est les plumes de pan. À quoi ça sert les plumes du pan? Il n'y a que le mâle qui emporte, pas la femelle. On dit que c'est une stratégie d'esbrouf, tout simplement, comme les cornes du cerf. Et donc Darwin fait des tas de démonstrations pour montrer que c'est précisément d'ailleurs chez les mâles qu'on a souvent ces critères exubérants, et puis, alors que chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, je crois que c'est un contrôle, c'est des mâles qui ont un plumage particulièrement coloré, et des femelles qui ont des plumages plus ternes. Puis dans d'autres cas... Il y a quelques espèces très rares où c'est l'inverse, oui. Et les auteurs ont parlé à ce propos d'espèces à sexe inversé. Voilà. Donc il y a eu toute une floraison de théories en disant, oui, alors si... Pour la sexualité, on est prêt à transgresser la sélection naturelle, c'est-à-dire aller au-delà des besoins de la survie pour simplement faire des esbroufs. Alors pourquoi pas? Ça peut être le plumage, donc ça c'est la stratégie du courtisan. Ça peut être la stratégie, évidemment, du combat entre mâles, c'est le plus fort qui va... On peut adapter ce qu'on appelle une stratégie du handicap, se mettre en danger pour faire simplement des choses qui vont... Mais alors, on l'a appliqué aux humains pour dire, pourquoi pas le langage, celui qui a inventé le langage, c'est très chic, et bon. Et alors le rire. Alors c'est là que j'ose même pas dire cette vieille formule qui dit femme qui rit est à moitié dans son lit, mais ce serait une forme de témoignage d'une certaine façon de cette sélection sexuelle appliquée. Bref, revenons à la question du rire. C'est très simple parce que je l'ai déjà tout dit dans le résumé. Il y a très peu de choses à dire sur le rire dans le monde animal. Deux choses. Un, effectivement, le rire au sens de la réaction physiologique, il a été observé, notamment chez les rats, c'est très connu. Vous prenez un rat, vous le chatouillez, et on n'entend même pas les petits cris, mais si vous le faites, vous l'enregistrez, il y a des petits cris qui ressemblent bien à la chatouillie de... donc il est heureux et il les redemande. Ça a été démontré. Et puis autre chose, c'est la question, c'est est-ce qu'ils ont de l'humour? Une autre question, entre rire par chatouille, c'est pas forcément avoir de l'humour. Est-ce que les animaux, c'est très peu documenté, on a quelques exemples qui laissent à supposer que... Exemple, il a été observé, souvent dans les zoos, qu'un singe qui parfois monte sur une branche et puis qui urine sur celui du dessous, eh bien il y a des copains qui sont autour, ils se mettent à rire. Un rire de singe, ça ne ressemble pas à un rire d'humain. Attention, l'expression faciale du rire avec les dents qui sortent, ça c'est chez nous. Chez les singes, ça peut être un signe d'agression. Donc, mais les éthologues ont appris à observer quand même le signe qui était le signe de la joie et celui qui est celui de l'agression. Bon, alors il y en a qui font des blagues, des singes farceurs, quelques observations aussi. Un singe qui utilise un robinet où il a le droit de boire, et quand un public s'approche de trop près, il lui crache à la figure, et là encore, ceux qui sont derrière, ils se roulent par terre. Donc ça laisse en supposer qu'ils ont un certain sens de la blague. C'est à peu près tout. C'est terminé. J'aurais pu m'arrêter là,
Je me suis dit, bon, il faut quand même que je justifie une invitation. Donc, je me suis dit, on va essayer d'élargir un peu un autre sujet qui est voisin, qui est celui du jeu. Parce que jouer, s'amuser, ça peut être proche du rire, ça provoque du plaisir souvent. Bon. Alors le jeu c'est l'animal, là encore, les observations par contre, là tout le monde peut les faire, tout le monde a vu un petit chat jouer avec une balle, tout le monde a vu un chien à qui on lance le bâton et puis qui le ramène, puis on relance, puis il le ramène. Il a des postures caractéristiques de sollicitation du jeu, chez les chiens, pattes en avant, derrière relevé, il aboie, il jappe et il remue la queue, et souvent il s'épuise, le lanceur de balles ou de bâton s'épuise devant le chien. Moi j'avais une chienne adorable, on jouait à la bagarre, comme avec les enfants, et elle adorait ça, elle nous sollicitait. La bagarre, ça consistait à la coincer dans un coin de la pièce, se jeter dessus, la prendre par le cou, et hop, la plaquer au sol. Et elle jouait avec mes enfants qui avaient 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et parfois, pour se défendre, elle nous prenait, elle grondait, elle nous prenait la gueule dans les bras, mais jamais elle n'a mordu. Alors que, avec ses canines et ses mâchoires d'acier, elle aurait pu faire des dégâts terribles, mais elle savait bien que c'était un jeu, qu'on faisait semblant de se battre. Donc il y avait une notion de faire semblant quand même. Ça n'allait pas beaucoup plus loin, donc il y avait des tas d'autres jeux. Alors ensuite, on a cherché à documenter d'autres jeux chez les animaux. On en trouve plein. Alors les jeux de bagarre, en général, les éthologues distinguent 3 types de jeux chez les animaux. C'est les jeux locomoteurs. Exemple type, c'est le fait de bondir, de sauter. Le singe, par exemple, qui fait des cabrioles, qui se roule par terre, qui monte sur une branche, qui reste la tête en bas. Bon, ça sert à manifestement rien. Donc on dit que c'est un jeu, comme les enfants courent, sautent, rient, gambadent. Voilà. Jeu dit locomoteur. Et puis le jeu d'objets, ça consiste à jeter des objets et à les rattraper. Donc les otaries font ça quand on leur lance, mais dans la nature, il y a aussi des objets qui peuvent servir à jouer. Il y a un éthologue qui s'appelle Gordon Carr, qui a essayé de démontrer que bien au-delà des espèces qu'on croyait intelligentes et au cerveau développé, comme les chimpanzés, les singes, les dauphins, les corbeaux aussi, qui sont réputés les plus intelligents et les plus joueurs, on pouvait trouver aussi des comportements similaires chez les reptiles. Il a élevé par exemple un varan dans lequel il lance un ballon en captivité, et puis le varan donne 2-3 coups de tête, donc il désintéresse vite. Est-ce que c'est du jeu, pas du jeu? On n'est pas très très sûr. En tout cas, ça confirme sa théorie qui consiste à dire que le jeu chez l'animal, c'est un surplus d'énergie qui doit être dépensé d'une certaine façon. Et donc, c'est chez les espèces et à un moment particulier de leur vie où elles ont de l'énergie à revendre et pas trop de responsabilité, qu'elles le dépensent en jeu. Typique, justement, les mammifères qui sont pris en charge par des adultes, donc ils n'ont pas à chercher leur propre nourriture, et qui sont relativement protégés sur leur territoire, donc ils peuvent s'amuser à gambader, à jouer à la bagarre, à se tirer les oreilles, à taquiner les parents. Il y a un nombre d'observations considérables. On sait que les dauphins jouent à faire des bulles. Et donc on s'est posé la question, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que justement, c'est toujours à finalité utilitaire, c'est-à-dire est-ce que c'est la théorie qui a dominé pendant très longtemps, le jeu est une préparation à la vie adulte. On le dit pour les humains, pas évidemment pour les animaux. Alors, d'autant plus que souvent, effectivement, quand deux petits fans font des simulacres de combat, bien plus tard, ils vont peut-être devoir s'affronter pour autre chose, c'est la conquête des femelles. Le petit chat qui joue à attraper à la balle, on voit bien que ça correspond au chat qui attrape la souris. Sauf que souvent les chats adultes ou les félins adultes, ils attrapent, ils continuent à jouer aussi, un peu comme les adultes. Si le jeu n'était qu'une préparation à la vie adulte, on se demande pourquoi les adultes continueraient à jouer. Les adultes sont des grands joueurs, hein. Même dans les maisons de retraite, on joue aux cartes, on joue aux boules, on joue à plein de choses qui servent manifestement à rien et qui ne les préparent pas à une vie future. À moins qu'on joue aux boules et aux cartes là-haut. Où en étais-je? Oui, donc. Pardon? Ah oui, là-haut. Oui, donc.
D'où cette idée qu'effectivement, on pourrait jouer par plaisir, uniquement pour une sorte de gratification en soi, qui est peut-être pas totalement gratuite, vous avez raison de signaler, monsieur, peut-être que de toute façon, au départ, le plaisir, il est toujours relié à des choses qui font du bien pour l'organisme. Je mange, ça me fait plaisir, je fais l'amour, ça me fait plaisir, on sent bien que le corps, je suis fatigué, je me repose, ça me fait du bien, le bien-être et le plaisir est quelque chose d'adaptatif. Mais ça peut s'émanciper aussi. Donc, effectivement, on peut manger au-delà du raisonnable, au-delà de l'adaptation, on devient obèse. C'est pour ça qu'il y a des animaux obèses aussi. Si on leur donne trop de sucre, trop de gras, ils deviennent obèses comme leur maître. Je parlais tout à l'heure des comportements auto-érotiques, même si le plaisir sexuel a été fait par Dame Nature pour favoriser la sexualité, à un moment donné, il peut y avoir une émancipation. Le goût du plaisir devient en soi un objectif en soi et pour soi. Alors par exemple, il y a une chercheuse qui s'est posé la question, par exemple, est-ce que je reviens un petit peu en arrière, mais c'est pas bien. Est-ce que les rats qui jouent à la roue en cage, est-ce qu'ils le font pour le plaisir ou c'est pour dépenser de l'énergie, comme le dit belle question. Alors il y a une chercheuse hollandaise qui dit, on va le savoir, il n'y a qu'à mettre une roue dans la nature pour voir si les souris qui sont par là. L'expérience a été faite. Donc vous mettez sur un trajet connu où passent des petites souris qui vont se nourrir la nuit, vous leur mettez quelque chose pour les attirer, et puis à côté d'une roue. Elles regardent la roue, elles montent dedans, voilà, elles se laissent emballer, et puis elles reviennent le lendemain, puis elles remontent dans la roue. Puis là, vous ne donnez même plus la nourriture, puis les copines arrivent, elles font la même chose. Donc ça a été observé, filmé, il y a même une grenouille qui a été filmée, on peut voir là, qui s'est pris au jeu, et qui a été observée en train de jouer à la roue. Quelle est la fonction ici? C'est vraiment une dépense d'énergie inutile. Donc, je regarde quand même tout ça, parce que 20 minutes, ça va vite. Donc, revenons à l'humour. On va finir quand même par ça. Donc là, jusque-là, c'est du jeu. On a vu qu'il peut y avoir du jeu de faire semblant. Donc là, ça, des simili-blagues chez... Bon. Est-ce que les oiseaux sur les branches, ils se racontent des histoires d'humour? Alors là, ça supposerait qu'ils parlent, on n'en est pas encore là. Mais on peut simplifier le problème en se disant que finalement, l'humour existe chez l'humain sans le langage. Et je parle bien de l'humour, pas du rire. Exemple, Buster Keaton. Les films muets, c'est des gags qui succèdent, il n'y a pas de parole. Donc est-ce que les animaux pourraient simuler des jeux comme ça pour faire rire les copains? Le bout en train, bonobo qui décide... non. Ah ben on l'a jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ni les chiens. Alors les chevaux, eux ils sont plutôt sérieux. C'est pas du genre encore que là encore, on a vu aussi maintenant il existe des balles pour les chevaux. Donc il y a des chevaux de trait qui jouent au ballon. Mais faire des gags, non. Donc le rire chez l'animal, oui. L'humour, à ce jour, ça reste encore un des privilèges de notre espèce. Alors, est-ce à dire que c'est... Je résiste pas quand même à vous montrer les deux, parce qu'on sait peu de choses sur le rire au fond. Depuis ces deux messieurs, très drôles, qui ont écrit au début du XXe siècle, sur l'humour, Bergson, 1900, et 5 ans après, le mot d'esprit dans la conscience, c'est Freud. C'était pas des types marrants, ça se voit. Bon, mais à l'époque, c'était un sujet qui méritait de se pencher, sur lequel il méritait de se pencher. Donc, comme on n'a pas la réponse pour les humains, qu'est-ce qui fait rire? On sait pourquoi on rit, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui provoque l'humour. En tout cas, de l'humour, à ce jour, aucun observateur. Donc, on doit suspendre notre jugement et nous accorder quand même ce privilège. À mon avis, il y en a bien d'autres qui font que l'être humain reste quand même la seule espèce capable de pouvoir faire rire. Putain,